L'un des problèmes récurrents avec les chars réside dans les goupilles des maillons de chenilles. La goupille est tout simplement un axe en acier qui maintient deux maillons ensemble et la difficulté est de la faire tenir en place. Ce que firent les Russes fut de mettre une plaque incurvée sur l'intérieur de la chenille, ce qui faisait que toute goupille qui serait sortie à mi-course était rabattue en position normale par cette pièce. Alors que l'hiver commençait à ralentir l'armée allemande, les équipages russes purent apprécier leurs chars conçus pour résister à un climat extrême. Son moteur V2 utilisait un diesel qui gelait à une température inférieure à l'essence utilisée par les chars allemands. Il n'y avait pas besoin d'allumer un feu sous le T-34 pour pouvoir démarrer son moteur. La température descendit à moins 56 degrés. Les Allemands n'étaient absolument pas préparés à un combat hivernal. Ils furent cueillis en pleine course et leurs armes cessèrent d'être opérationnelles. Ils n'avaient pas de liquide antigel, pas de graisse antigel pour que leurs armes continuent à fonctionner. Tout était pris dans la glace que l'on pouvait rencontrer avant Moscou. Le T-34 était très bien adapté au combat en hiver, en particulier grâce à ses chenilles très larges comparées à celles d'autres véhicules de la même génération. Les Allemands, pour affronter la neige, durent adapter des surchenilles élargies, mais elles n'étaient pas très efficaces et cassaient assez facilement. Le T-34 pouvait foncer sur la neige sans difficulté. La suspension Christie du T-34 ne cassait pas sur cette neige et sur la glace aussi facilement que le train de roulement à roues multiples et galets de retour des chars allemands qui, eux, étaient assez vulnérables. De même, le moteur se comportait admirablement par temps froid. C'était un très bon moteur et les Allemands avaient bien plus de difficultés à maintenir les performances de leurs engins. Le T-34 avait évidemment été conçu pour le terrain sur lequel il opérait, c'est-à-dire la Russie. Il avait été construit d'après l'expérience russe et les normes standards des conditions quotidiennes en Russie étaient à la base de tout. Les Allemands avaient suivi la même démarche pour leurs chars, mais l'Allemagne n'était définitivement pas la Russie. The Eastern Front was not Germany. Bien que l'infernal hiver russe ralentissait les Allemands, le temps allait finir par manquer aux Soviétiques. Il n'y aurait pas de victoire cinglante des Allemands, mais ils finiraient par gagner après un long combat d'usure où le plus petit nombre ferait preuve d'autant plus de génie tactique. Après avoir subi des pertes catastrophiques en 1941, l'armée rouge devait se rééquiper et se réentraîner pour le printemps 42. La seule manière dont l'Union soviétique pouvait battre les forces de l'Axe nécessitait beaucoup plus de T-34. Mais il y avait un problème. La plupart des usines russes se trouvaient dans la zone prise par les Allemands. Leningrad était un point clé de la production des chars russes et elle était déjà encerclée par les Allemands. Fin 1941, Staline imagina l'impensable et entreprit de délocaliser l'industrie militaire soviétique à l'est de l'Oural et de la Volga, en Sibérie orientale et en Asie centrale. Les usines furent réassemblées dans les mêmes conditions incroyables que lors du plan quinquennal, mais à une échelle jamais vue auparavant.
Ce déplacement de l'industrie ne fut pas un succès total. Mais c'est un fait historique, sans précédent, que de déplacer près de 2500 usines sur une distance équivalente à celle séparant le sud de l'Angleterre à l'Islande et avec une interruption minime de la production. En termes de production de chars et de pièces d'artillerie, on a pu observer une progression lente, mais constante, tout au long de 1942, 1943 et 1944. Alors que le T-34 surclassait de loin les chars allemands, les soviétiques n'avaient pas à développer de nouveaux modèles. Et alors que les Allemands se démenaient pour concevoir un rival au T-34, les Russes, eux, se concentrèrent sur la production. Au moins en attendant que les ingénieurs allemands construisent un nouveau char. Le haut commandement allemand ne s'attendait certes pas à une lutte aussi dure et aussi longue lorsqu'il ordonna l'invasion de la Russie en 1941. Il ne croyait pas les Russes capables de construire un char opérationnel et une série de victoires en Europe renforça la foi d'Hitler dans l'invincibilité du Troisième Reich. Au début de l'opération Barbarossa, il n'était pas question de remplacer le Panzer IV, cheval de bataille de l'armée allemande. Mais le T-34 avait brisé le mythe de l'infériorité soviétique et les Allemands avaient désespérément besoin d'un char capable au moins d'égaler, sinon de battre le T-34. Bien qu'il ne fût pas acceptable politiquement de copier le T-34, c'est en fin de compte ce que le firent les Allemands. Leur réponse fut le Panzer V, dénommé Panther, qui se rapprochait le plus du T-34. Son canon de 75 mm, son épais blindage incliné, en faisaient un adversaire particulièrement dangereux. Les Allemands attendirent l'été 1943 pour lancer la nouvelle arme. Entre juin 1941 et l'été 1943, les Allemands firent tout ce qu'ils purent pour égaler les Russes en termes de qualité, sinon de quantité. Ils essayèrent de produire des chars aussi bons que les T-34 et les KV. Ils construisirent ainsi le Tigre pour obtenir le même type de blindage que le KV, avec un canon capable de percer aussi bien celui du T-34 que celui du KV. C'était un 88 mm à haute vitesse initiale idéal pour détruire les chars. Ils développèrent un autre char qui n'était pas un clone du T-34, mais un char conçu pour avoir les mêmes attributs. Il avait un blindage incliné, un canon de 75 mm, ce fut le Panther. dont le Panther était, si l'on peut dire, la version allemande du T-34. Il était beaucoup plus lourd. En fait, le Panther était aussi gros que le KV, ce qui en faisait un char assez imposant, mais ses performances étaient équivalentes, sinon meilleures que celles du T-34. Après la défaite allemande à Stalingrad durant l'hiver 42-43, une énorme saillie dans la ligne de front, large de 160 km, profonde de 110 km, était centrée sur la ville de Koursk. Ignorant l'avis de ses généraux qui lui conseillaient de rester temporairement sur la défensive, Hitler décida de reprendre l'initiative en écrasant la poche de Koursk. Mais un proche avait prévenu les Russes qui suspectaient déjà une attaque dirigée contre la ville de Koursk.
L'armée rouge transforma alors la ville en une énorme forteresse dans laquelle les forces allemandes seraient canalisées vers les couloirs des tirs russes par des champs de mines soigneusement placés. Lorsque tous les préparatifs furent achevés, 1 336 000 soldats russes, avec 3 444 chars, dont une majorité de T-34, furent placés dans ou derrière 8 cercles concentriques défensifs étalés sur une distance de 175 km. Bien que les Allemands n'aient déployé que 900 000 hommes et 2700 véhicules blindés, ils avaient confiance dans leurs nouveaux chars Tigre et Panthère pour compenser l'avantage numérique des Russes. Mais à Koursk, l'armée allemande rencontra les mêmes problèmes que ceux de l'armée rouge début 1941, le manque d'entraînement des équipages. Hitler n'allait pas attendre. Il prenait ses nouveaux chars qui naturellement venaient des chaînes de production. Les équipages n'étaient pas entraînés correctement et les chars n'avaient pas suivi suffisamment d'essais. À peine arrivés sur le champ de bataille, les chars tombaient en panne, particulièrement le Panthère, qui après un conquête seulement 15 mois était déjà envoyé au combat. Il y avait des chars en panne partout où vous regardiez, car ils n'avaient pas été assez testés. Souvent, l'échappement surchauffé ou les résidus de carburant s'enflammaient, mettant le feu aux chars qui parfois explosaient carrément. Hitler perdit ainsi une bonne partie de ses deux nouveaux chars. Le Tigre était un peu plus fiable, car il avait été construit plus tôt, mais il restait méconnu des équipages qui manquaient d'expérience sur ce char et n'avaient pas été correctement entraînés. L'offensive allemande fut lancée le 5 juillet et rencontra une résistance remarquablement coriace. La profondeur des défenses soviétiques ne permit pas aux Allemands de réaliser les percées qu'ils voulaient. Mais à Koursk, l'armée rouge découvrit que le T-34 n'avait dorénavant plus la haute main sur les combats de chars. Il est donc curieux de constater que les Allemands avaient les meilleurs chars à Koursk. Mais comme les Soviétiques avaient l'avantage du nombre, ils pouvaient déployer leurs chars en larges groupes. Ils pouvaient communiquer, ils avaient des chefs de chars aguerris, ils avaient des chefs de division et des chefs de corps expérimentés. Ils pouvaient réellement gagner une bataille majeure contre la Wehrmacht en été. C'est pourquoi cette bataille est réellement importante, car à Moscou en 1941 ou à Stalingrad en 1942, la bataille avait été menée en hiver. Ce furent des batailles d'infanterie, non des combats de chars. Mais à Koursk, en 1943, ce fut une bataille blindée, et les Russes ont gagné, car à cette bataille et à celles qui suivirent, ils repoussèrent les Allemands. Ce qui prouva qu'ils étaient capables de mener un combat moderne, et ce qui marqua le début de l'ère de l'armée rouge. Le principal défaut du T-34 était son canon de 76 mm, qui n'arrivait pas à percer les blindages frontaux du Tigre et du Panthère, à moins d'être à une distance dangereusement proche. Le T-34 avait essentiellement besoin d'un canon plus gros. En août 1943, des travaux commencèrent pour améliorer sensiblement le T-34 et en faire un engin de combat viable. Après que les changements nécessaires aient été réalisés, le nouveau char entra en production en janvier 1944. Le char ainsi obtenu fut dénommé T-34-85. Il embarquait un équipage de 5 hommes, il tirait son nom de son canon de 85 mm. Il était également armé de 2 mitrailleuses de 7,62. Avec son blindage de 90 mm, il était propulsé par l'efficace moteur V2 de 500 chevaux qui lui conférait une autonomie de 300 km. Il pouvait atteindre une vitesse maxi sur route de 50 km/h. Le T-34-85 est essentiellement un T-34 dont on aurait gommé tous les défauts. La tourelle était largement meilleure que la précédente version,
3 hommes pouvaient maintenant y travailler confortablement. Il était débarrassé de ses racks à obus, son canon était meilleur et son blindage plus épais. Malgré cela, il était presque aussi rapide que le T-34-76 et lorsqu'il apparut sur les champs de bataille, il était le char le plus puissant au monde et causa un choc aux Alliés lorsqu'ils le découvrirent. Le nouveau canon de 85 mm avait plus de 1000 mètres de portée pratique et pouvait pénétrer le blindage frontal du Panthère et du Tigre. L'un des avantages du T-34-85 résidait dans sa conception, qui n'impliquait pas le long processus qui avait compliqué la production du Panthère allemand. Autre avantage, il pouvait être construit sur les mêmes chaînes de production que le T-34-76. Il allait bientôt être produit dans d'aussi grandes quantités que son prédécesseur. En 1944, 11 000 T-34-85 étaient en service, soit 2,5 fois le nombre d'exemplaires de son rival, le Panthère. Le premier T-34-85 entra en service au sein de la première armée de la garde et fut accueilli par ses équipages comme un char qui pouvait tenir son rang face au Tigre et au Panthère. Lorsque les opérations offensives reprirent en 1944, la nouvelle génération d'équipages aguerris et des machines modernisées infligèrent de sérieuses défaites à l'armée allemande. Lors de l'opération Bagration en juin 1944, l'infanterie soviétique et les chars lourds ouvrirent une brèche à travers les défenses allemandes qui fut exploitée par le nouveau T-34, plus efficace et agile. À la fin juillet, les chars soviétiques avaient atteint la Vistule et les portes de Varsovie. Bagration montra jusqu'où l'armée rouge était arrivée en termes de commandement, d'aptitude au combat et d'équipement. Ce fut l'une des opérations les plus longues et sophistiquées de toute la guerre. Les efforts de l'été avaient tendu les chaînes logistiques à l'extrême et les opérations à grande échelle n'allaient pas reprendre avant janvier 1945. Mais le 16 avril de cette année, l'armée rouge avait atteint les alentours de Berlin. Un mélange de troupes régulières, de vétérans et de jeunesse hitlérienne défendait chaque rue, chaque maison, pièce par pièce. Les distances d'engagement rapprochées et la marge de manœuvre limitée rendaient les chars lourds très vulnérables face aux défenseurs armés de lance-roquettes et de canons anti-chars, de mines et de cocktails Molotov. Plus de 800 chars russes furent perdus dans ces féroces combats. Mais malgré la résistance fanatique des Allemands, les Soviétiques prirent le Reichstag le 30 avril et Hitler se suicida le même jour. La ville se rendit le 2 mai et les troupes allemandes déposèrent les armes le 7. Les Soviétiques avaient réussi un équilibre parfait entre protection, puissance de feu et mobilité avec le T-34. C'était un hybride des meilleurs concepts technologiques du monde entier. Mais pour Staline, c'était le symbole de la volonté de la mère Russie de vaincre l'Ouest capitaliste, à la fois industriellement et militairement. Et pourtant, et très curieusement, il garda une caractéristique qui symbolise le capitalisme lui-même. Un aspect amusant à propos des caractéristiques du T-34-85 et qui ne manqua pas d'interpeller le sens de l'humour des Allemands résidait dans l'apparence des trappes arrière qui, une fois ouvertes, ressemblaient à des oreilles de Mickey. Ce qui est plutôt ironique quand on sait que Mickey Mouse est un symbole du capitalisme présent sur une icône du communisme, un contraste plutôt amusant. Staline savait que la seule manière de battre le Troisième Reich était de produire le T-34 en masse. Il savait aussi que pour garder un taux de production élevé, il fallait que le concept soit simple. Et c'est la simplicité du T-34 qui permit de repousser l'envahisseur nazi. Son design resta globalement le même tout au long de la guerre. Il pouvait détruire la plupart des chars adverses. Il était rapide, bien protégé et facile à entretenir. Les ingénieurs allemands cherchèrent à imiter le T-34, mais toutes leurs tentatives échouèrent d'une manière catastrophique. Produit d'une industrie colossale, le T-34 était l'instrument qui avait écrasé l'armée allemande. Il mérite à ce titre d'être considéré
comme l'un des plus grands chars du XXe siècle. The T-34 is not the best. Le T-34 n'était pas le meilleur char en termes d'ingénierie et de performance, mais c'était le char le plus polyvalent de toute la guerre. Il a délibérément été conçu pour être produit en masse, et les Russes en ont produit plus de 55 000, toutes versions confondues, sur toute la durée de la guerre. Il était facile à mettre en œuvre, et il le fut essentiellement par des paysans. Certaines pièces étaient interchangeables avec la plupart des autres chars. Si vous aviez besoin d'un autre moteur, vous pouviez prendre celui d'un KV. Si vous aviez besoin d'une pièce quelconque, vous pouviez les prendre d'un tas d'autres véhicules. Le T-34 n'était pas le meilleur char de la guerre, mais au regard de ce qu'il a accompli pendant cette guerre, ce fut le char le plus efficace du conflit.